Voilà, je vais commencer donc à présenter mon livre en 5 thèmes selon la proposition de Toufi, qui va nous tourner la page. Oui, on continue s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est le plan de mon exposé. Je vais donc passer d'un thème à l'autre. C'est les thèmes que Toufi a proposés, dont vous avez reçu des extraits, je pense, au cours de la semaine dernière. Je les ai peut-être ordonnés différemment, mais c'est les mêmes thèmes. Donc, vous avez déjà quelques extraits de chacun de ces thèmes. Voilà, je commence par le premier thème. Il s'agit de l'amour de la lumière, de l'importance de la lumière. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on entend par le mot lumière? Parce que c'est un mot, comme beaucoup d'autres en français et dans toutes les langues, c'est un mot qui est éminemment polysémique, c'est-à-dire qu'il comporte plusieurs sens. Dans cet exposé, on va lui donner uniquement deux sens, c'est les plus simples, les plus basiques. Le premier sens, c'est le sens usuel, c'est le sens physique du terme, c'est-à-dire quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Voilà. C'est en ce sens-là que je comprends le mot lumière. Et c'est ce sens-là qui a donné le titre au livre Lolo Baba. C'est le deuxième sens maintenant qui nous intéresse davantage en fait, c'est le sens abstrait, le sens figuré. C'est le sens de la connaissance, le sens de la civilisation, le sens de la lumière de l'esprit. Et le livre, il porte plutôt sur ce sens-là et non pas sur le premier sens. Et c'est ce sens-là qui a donné le sous-titre du livre. Voilà. Alors, quand on parle de lumière, on parle automatiquement d'obscurité. Qu'est-ce que j'entends sur un exemple concret d'obscurité? Pourquoi je qualifie la situation actuelle de notre pays de situation obscure, n'est-ce pas? Parce que cet exemple-là que j'ai choisi, il peut s'appliquer au Liban ou bien à n'importe quel pays d'ailleurs. Je devrais vous avertir que tout ce que je dis ici, bien entendu, je me suis inspiré de l'exemple de mon village, de mon pays, de la région que je connais, etc. Cependant, il ne s'agit pas du tout de choses spécifiques, ni à mon village, ni à mon pays. C'est une méthode, en fait, qui m'intéresse. N'est-ce pas? C'est une méthode, c'est une approche. Je compare ceci aux profs de maths qui nous enseignent en terminale ou en première année d'université comment est-ce qu'on fait l'analyse d'une fonction. Il nous apprend par exemple que l'analyse doit commencer par définir le domaine de définition de la fonction, ensuite où est-ce qu'elle est continue, où est-ce qu'elle est dérivable, etc., etc. Et puis ensuite, on donne un exemple. On l'applique sur la fonction f de x égale 2x plus 1, par exemple. Eh bien, on n'a rien contre toutes les autres fonctions. On n'a rien pour cette fonction. Mais simplement, c'est une fonction qui est facile à étudier et qui illustre bien le propos du théorème ou bien le propos du prof. C'est en ce sens-là que quand je cite un village, ça peut être un village libanais, comme ça peut être un village asiatique, africain, européen, etc. Voilà, que ce soit clair. Donc, on envisage la chose avec un angle d'ouverture d'esprit assez large. On a fini le premier. Oui. Juste, voilà. Là, pour cet exemple-là, je constate qu'on a un nombre relativement très élevé d'accidents de la circulation au Liban. Et si vous consultez par exemple les statistiques mises à jour la semaine dernière par l'IASA, eh bien, on apprend que pour le mois d'avril jusqu'au 17 avril, donc pour les 17 premiers jours du mois courant, il y a eu environ 30 morts sur les routes libanaises, ce qui est un chiffre astronomique, relativement astronomique. Ceci veut dire que plus ou moins chaque jour, il y a en moyenne 2 morts sur les routes. Et on apprend une autre chose aussi, c'est que durant les 7 derniers mois, il y a eu seulement 4 jours où il n'y a pas eu d'accident mortel sur les routes libanaises. Ce qui est triste, ce qui est malheureux, mais ce qui est encore plus malheureux, si j'ose dire, c'est l'explication que l'on donne à ces accidents de la route. Et c'est là où il faut mettre le doigt. J'ai sélectionné deux explications qui reviennent très souvent. La première qui affirme que s'il y a autant d'accidents, parce que c'est la fatalité, n'est-ce pas? Nous sommes fatalistes dans ce pays, mais ce n'est pas du tout, encore une fois, une spécificité libanaise.
En Grèce antique, on était fataliste. À Babylone, en Mésopotamie, en Afrique, dans des tribus amérindiennes, etc. Mais nous aussi, on est fataliste. C'est-à-dire, on explique tout par c'est écrit. Ceci devait arriver. S'il n'a pas fait d'accident, eh bien, son heure était arrivée et de toute façon, il allait mourir, le pauvre, etc. Donc, on ne peut rien faire, puisque de toute façon, ça allait arriver. La deuxième explication, c'est un ami du village, c'est un ami universitaire qui me l'a sorti. Et j'avoue que quand je l'entendais m'expliquer que c'est la faute aux femmes, je ne savais pas si je devais rigoler ou bien si je devais pleurer, n'est-ce pas? Et puis pour lui, la solution était toute simple. Pour réduire le nombre d'accidents sur les routes libanaises, il suffit d'enlever le permis de conduire aux femmes. De toute façon, elles ne savent pas conduire, etc. Bon, je ne fais pas de commentaires. Et je voudrais juste tirer une conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'autres approches, mais en fait, elles sont toutes, je les appelle stationnaires. Ces approches stationnaires, je ne discute pas ici leur validité. J'ai des idées très fixes là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Juste pour dire qu'elles ne mènent nulle part. Avec des approches pareilles, on ne peut pas avancer. N'est-ce pas? Il faut changer d'approche. Voilà. Il faut avoir une approche dynamique et non pas stationnaire. Je passe ensuite au deuxième thème, qui est celui de la relation père-fils. Ma relation avec mon fils, Frédéric, elle n'a rien de particulier. Elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est tout à fait normale, ordinaire, comme tous les papas ou les bons papas, ou qui essayent d'être des bons papas, comme j'essaie de l'être. Donc, je le portais, on jouait ensemble, on s'amusait, on rigolait. Je lui racontais des histoires, comme l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de Babylone, la tour de Babel, etc. Cependant, comme tous les papas aussi, je me souciais de l'avenir de mon fils. En tout cas, parce que ce soit au niveau de mon village, au niveau du pays ou bien au niveau de la région, il y a quelque chose qui est structurellement précaire, instable. Justement, 3 secousses sont venues ébranler mon optimisme et ma foi en un avenir serein pour mon fils. Alors, en vrac, le premier événement, c'est les élections de 2004, dont le déroulement et les résultats me laissaient perplexe, c'est-à-dire ne présageaient rien de bon, à mon avis, à l'échelle du village. Encore une fois, ce village peut être n'importe lequel. Ce n'est pas nécessairement mon village. Une année plus tard, en 2005, il y a eu l'explosion et l'assassinat du Premier ministre. Une année plus tard encore, en 2006, il y a eu la guerre, donc au niveau régional cette fois-ci, une guerre épouvantable, comme toutes les guerres. Alors c'est dans ce climat d'incertitude que j'ai décidé d'écrire. Mais écrire pourquoi? Écrire pour comprendre. Pour comprendre pourquoi, à certains moments de l'histoire, une communauté, un village, un pays, une société, une entreprise, etc., fait le choix de lécher la lime, comme on dit au Liban. Vous connaissez l'expression « Amil Hassan Mabrad ». Cette expression, elle veut dire ceci, en résumé. Elle veut dire que pour un chat, par exemple, quand il se met à lécher la lime, eh bien, peut-être c'est agréable pour lui parce que ça lui chatouille la langue, mais en même temps, c'est très mauvais pour lui. Et c'est plus mauvais que c'est bon, en fait. Donc, il va le payer cher une fois ou l'autre. C'est comme s'il se tuait à petit feu, à feu doux. Alors, ma question, c'est pourquoi on agit ainsi? Bien entendu, ce qui m'intéresse principalement, c'est mon village, mais on peut poser la question dans le cas de n'importe quel village. Vous savez très bien, en Europe, il y a des villages qui se vident, par exemple. Voilà. Et là, ça m'a fait penser, en fait, à une réflexion de Arnold Joseph Toynbee, le célèbre historien britannique, qui formule un petit peu différemment, mais ça revient au même. Voilà. Et d'accord, je veux comprendre, parce que je suis angoissé, je ne sais pas ce qui va arriver à mon fils, quel sera son avenir dans ce pays, mais je veux comprendre comment je vais faire. Les premières réponses qui me viendraient à l'esprit, je pense qu'ils nous viendraient tous à l'esprit, c'est je vais consulter l'IA. De nos jours, on dirait ceci.
Donc, on va consulter ChatGPT ou autre. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Bon, à l'époque, Google existait, le YouTube existait, les livres, les revues, les articles, etc. J'ai fait tout ça, mais je suis resté sur ma faim. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas appliquer ce que j'appellerais la technique de l'étudiant questionneur. Peut-être ça vous est arrivé, en tout cas les profs connaissent bien ça. Un étudiant qui veut poser une question parce que quelque chose n'est pas clair pour lui. Alors, il commence à poser sa question, à la formuler, et puis au milieu, il s'arrête net, et puis il dit, OK, j'ai compris. Puis vous lui dites, mais allez-y dans votre réflexion jusqu'au bout. Vous dites, non, 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 c'est très clair, maintenant j'ai la réponse. Eh bien, parce que tout se passe comme si, en essayant de formuler, même verbalement ou par écrit, une question, eh bien, les choses se décantent, elles se clarifient, et puis la réponse, elle est là d'elle-même. Eh bien, c'est cette technique-là que j'ai choisi d'appliquer, mais à travers l'écriture. Bon, en plus, c'est un bon défoulement, c'était plutôt pour comprendre, c'était ça. Voilà, on arrive au thème 4, c'est le thème de la tolérance et du partage. Vous savez que dans une société composée, la tolérance est de mise, n'est-ce pas? La tolérance, elle est nécessaire. Dans une société homogène, il n'y a pas besoin. Dans une société, je dirais dans une ruche d'abeilles, il n'y a pas besoin puisque c'est très stratifié. Et puis il y a la reine, les ouvrières, les faux-bourdons. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de conflit. Mais dès qu'on est en société hétérogène, des conflits peuvent et vont survenir. Prenez un couple, un homme et une femme, certainement il va avoir des conflits. Voilà. Et donc, voilà, le problème de la tolérance, en fait, c'est que on ne sait pas trop s'il s'agit d'une vertu. On a envie de dire, oui, bien sûr, la tolérance, c'est fantastique, n'est-ce pas? Ou bien s'il s'agit d'un vice. Je vais vous donner un exemple. Si un homme, il bat sa femme chaque fois qu'il est énervé parce qu'il est plus fort qu'elle physiquement. Ou bien si une femme, elle torture son mari psychologiquement parce qu'elle est plus forte que lui, elle est plus fine que lui, elle est plus intelligente que lui. Eh bien, puis on tolère ça, n'est-ce pas? C'est normal. L'homme qui bat sa femme, d'accord, il faut tolérer, il faut comprendre, etc. Non, mais ça ne va pas. Là, tolérer est un vice. Ça, il ne faut pas accepter. Donc, la tolérance devient une vertu quand elle est associée à une autre vertu. Ce n'est pas une vertu autonome, d'accord? Associée à la réciprocité, par exemple. Associée au partage. Pour ce qui nous intéresse, c'est le partage qui nous intéresse. Parce que j'ai pris cette figure-là, cette photo, où on voit un chien et un chat se partager une écuelle. Chacun, il a sa part, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conflit. Chacun, il a trouvé son intérêt. Et à ce moment, il n'y a plus de raison. Le conflit n'a plus de raison d'être. Et par conséquent, même la tolérance n'a plus de raison d'être. Vous comprenez? Elle devient subordonnée à un partage équitable. Une fois qu'il y a un partage équitable, il n'y a plus besoin qu'on soit tolérant. Parce que chacun, il a trouvé son intérêt. Voilà, donc c'est ce qu'il faut penser quand on est dans une société complexe. Voilà, dernier thème. Alors, c'est le thème de l'espoir. Est-ce qu'on peut espérer en un avenir meilleur? La réponse est décidément oui. Pourquoi oui? C'est pas parce qu'on est optimiste. Bien entendu, la vie est plus agréable quand on est optimiste que quand on est pessimiste. Mais c'est pas ça. Là, il faut trouver des solutions concrètes. Et là, je me base sur 2 expériences éprouvées et qui ont donné le résultat. Je parlerai de 2 recettes. Les 2 solutions, ce sont 2 recettes en fait. La première recette, c'est une recette politique qui a été appliquée en Suisse. Ce n'est pas la recette qui m'intéresse le plus ici, mais très rapidement, vous savez que la Suisse, elle est formée de 26 cantons et demi-cantons. Vous avez ici 26 drapeaux. En Suisse, il y a 26 drapeaux, en plus du drapeau fédéral, qui est en haut à gauche. Eh bien, ils ont trouvé une formule qu'ils appellent, à juste titre, une formule magique, parce que tout le monde est satisfait. Tout le monde, les petits cantons, les grands cantons, les protestants, les catholiques, les athées, tout le monde trouve son intérêt. Et par conséquent, la Suisse, elle a trouvé une formule qui l'a fait vivre en paix interne et externe.
Ce qui m'intéresse davantage, en fait, c'est la deuxième solution. C'est la recette culturelle. Cette recette, elle a été appliquée dans plusieurs pays. Je prends comme exemple type la Corée du Sud. Vous savez que la Corée du Sud, dans les années 50, c'était un des pays les plus pauvres de la planète. On y trouvait 7 Coréens sur 10 qui étaient illettrés. Or, les différents gouvernements, ils ont investi massivement dans la culture, dans la formation et dans l'éducation. Si bien que, actuellement, en Corée du Sud, vous avez 7 personnes sur 10, plus ou moins le même rapport, qui portent un diplôme universitaire. Et parallèlement, la Corée du Sud est devenue un des pays les plus avancés et les plus prospères sur la planète. Durant la crise du Covid, il y a donc 2-3 ans en arrière, des pays comme des pays européens essayaient de prendre exemple sur les mesures prises par le gouvernement coréen, sud-coréen. Imaginez-vous à quel point, comment en 50 ans, en un demi-siècle, la Corée est passée d'un pays sous-développé en un pays très développé. Voilà. Et juste pour... voilà, si on regarde les chiffres très rapidement, sur ce graphique, on cite tout le temps la Chine comme exemple de croissance rapide, etc. Mais en fait, la croissance de l'économie sud-coréenne est beaucoup plus importante que celle de la Chine. Bien entendu, le volume de l'économie chinoise est bien plus grand. C'est pas parce qu'en Chine, vous avez 1,350 milliard d'habitants, tandis qu'en Corée du Sud, vous avez seulement, entre guillemets, 50 millions d'habitants. Et puis la taille du pays, etc. Mais relativement, donc si vous ramenez le PIB par tête d'habitants, vous allez constater que la croissance sud-coréenne est bien plus importante que la croissance chinoise. Si je prends un deuxième exemple, si vous comparez les deux Corées, les deux sœurs jumelles, la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous savez très bien que la Corée du Nord, elle a tout misé sur le nucléaire, sur le militarisme, etc., contrairement à la Corée du Sud. Et vous voyez que c'est la décroissance pour la Corée du Nord et c'est la croissance exponentielle pour la Corée du Sud. Voilà, je terminerai avec une citation du prix Nobel du chinois, le premier prix Nobel chinois, c'est M. Gao Xingjiang. Eh bien, c'était en 2000, alors que le prix Nobel de littérature, il a été créé avec les autres prix Nobel en 1901. Donc, 100 ans à peu près après sa création, un Chinois reçoit le prix Nobel et il fait cette petite réflexion comme quoi la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. À plus forte raison pour nous dans nos pays, c'est une nécessité. Et on peut dire aussi le salut par où commencer. On cherche tous le salut dans notre pays, des pays sous-développés, des pays qui traversent des crises existentielles comme le nôtre. Eh bien, à mon avis, il faut passer par la culture. C'est pas dit qu'on va avoir des résultats miraculeux, mais en tout cas, il n'y aura pas de mal à passer par la culture et on peut avoir beaucoup de bien. Moi, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'essaie de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. J'espère que j'ai été clair, parce que le silence me laisse... c'est troublant. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ou bien si vous n'avez rien compris. À moi, il y a l'approche. Alors faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. Oui. Moi, je voulais poser une question sur l'approche stationnaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris. Comme son nom l'indique, stationnaire, c'est que tu n'avances pas, tu fais du surplace. Ouais. Donc tu prends une mesure, mais en fait, cette mesure ne sert à rien. Si tu veux, d'une autre manière, ce qu'on essaie de faire souvent dans nos pays, dans d'autres pays également, c'est que chaque fois que tu as un problème, il faut voir les différents niveaux de ce problème. Il y a... Attends, je vais lui fermer son micro. Dans le livre, j'ai présenté un tableau à 2 étages
un étage que j'ai nommé l'étage des pathologies et un autre étage qui est l'étage des symptômes. Alors, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on veut combattre. Est-ce qu'on veut combattre les symptômes, et ça, c'est la méthode stationnaire, ou bien on veut combattre l'origine de la pathologie, et ça, c'est la méthode dynamique. Si vous avez un tic, par exemple, et ça je développe, si vous bouffez les ongles, puis on vous interdit, on vous met du piment dessus, vous allez commencer à clignoter, à cligner de l'œil, on vous empêche de le faire, vous allez commencer à vous gratter les cheveux, à vous arracher les cheveux, je n'en sais rien, mais vous passez d'un tic à l'autre. Et ça, c'est une méthode stationnaire, ça ne sert à rien. Mais si vous allez chez un psychothérapeute, il va aller vers la pathologie elle-même, ou bien vers votre behavior à la méthode américaine, et puis il va vous mener à bon port. Donc, il ne faut pas... Nous, on s'attaque tout le temps aux symptômes et non pas aux pathologies. Si vous vous attaquez aux symptômes, c'est la méthode stationnaire. C'est comme si un médecin s'attaque tout le temps à la fièvre d'un patient. Il reçoit un patient qui a de la fièvre, puis il vous donne un médicament qui fait baisser la fièvre. D'accord, elle va baisser. Mais dès qu'il arrête le médicament, la fièvre va remonter. Parce qu'il y a quelque chose qui produit cette fièvre. Donc, il est clair que le symptôme peut devenir un problème lui-même, peut devenir pathologique lui-même. Si la fièvre est très élevée, elle persiste, elle devient un problème à son tour. Mais à la base, la fièvre, c'est le premier système de défense d'un organisme. Donc, il ne faut pas combattre la fièvre, n'est-ce pas? Il faut commencer par combattre l'origine de la fièvre, la pathologie. Et ça, c'est la méthode dynamique. Tout bon médecin, tout bon psychiatre, etc., ils appliquent la méthode dynamique et pas la méthode stationnaire. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Voilà. J'ai répondu à ta question. Oui, ça va, merci. On a en ligne Ryan qui veut poser une question. Vas-y, Ryan. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Vas-y. Pourquoi avez-vous choisi ce titre de l'Obabao? Ok, très bien. Est-ce qu'on peut revenir à la première image, oui. le dessin? Un instant, Ryan. Juste comme ça, je t'explique par le schéma. Oui. Non, le suivant. Le suivant. Voilà. Tu le vois? Je pense, toi, tu dois le voir sur Non, ton attends. écran. Non. Non? On va le voir tout de suite. Ok. Bon, je vais t'expliquer en attendant le schéma. En fait, c'est... Oui, oui. Tu le vois maintenant? Oui, oui. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu vois sur ce schéma, sur ce dessin, en fait, qui a été fait par ma nièce? Elle avait 10 ans, Irina, et puis elle a représenté un papa, donc c'est moi-même, un fils, c'est Frédéric. On était sur la terrasse à Brumana, et puis Frédéric, il aimait beaucoup regarder la lune, ça l'amusait beaucoup. Enfin, il aimait la lumière en général, n'est-ce pas? Même le lever du soleil, etc. Et puis, un soir, la lune, elle était en croissant de lune, voilà. Donc, elle était éteinte en quelque sorte. Ce qui a excité énormément Frédéric, et il a commencé à pointer son doigt vers la lune, puis à sortir lo, lo, baba, oh. Je ne comprenais pas, parce qu'il ne savait pas encore parler. Et après, il m'a tiré vers le switch, et puis d'une main, il pointait son doigt vers le switch, et puis de l'autre doigt, il le pointait vers la lune. Et puis il répétait lo, lo, baba, oh. Et moi, j'ai compris, il me disait, papa, la lune, elle est éteinte, allume-la. Appuie sur l'interrupteur. Et ça m'a beaucoup plu, cette recherche de la lumière, et surtout quand vous transposez le sens premier au sens second, qui est le sens, comme on l'a dit, de la connaissance de la lumière de l'esprit. Donc, Frédéric cherchait la lumière dans le sens premier. À son âge, il n'y a que le sens premier, hein, c'est les photos. Et puis, plus tard, pour moi, c'était le sens second qui devait primer. C'est la recherche de la connaissance, la recherche de la rationalité, la recherche de l'ouverture d'esprit hein, et de la culture, finalement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ryan? Tu sais maintenant pourquoi je l'ai appelé Lolo Babao. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui te remercie. Oui, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi. J'ai une question. Oui. Donc, dans les premières pages de votre livre, vous mentionnez que vous étiez enseignant à l'école. Oui. Et c'était là que vous avez commencé à en fait écrire vos idées. Oui. Est-ce que vos études universitaires ont vraiment influencé votre vue
puisque vous parlez un peu de choses politiques, même de relations familiales, de plein de choses dans votre vie. Est-ce que vos études universitaires et même l'influence des élèves à l'école a-t-elle affecté votre rédaction du livre? Oui et non. Parce que, en fait, c'est pendant que je ne faisais pas attention aux élèves et aux étudiants que j'écrivais mon livre. C'est pendant que c'était plus à la faculté, parce qu'à l'école, on n'arrivait pas tellement à faire ça, mais à la faculté, vous êtes dans de grandes salles, vous savez, dans les auditoires, et puis vous devez donc sillonner les rangées, et puis vous devez tout le temps faire attention, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tricher ou pas, ce que je détestais. J'aime pas avoir ce soupçon tout le temps. Tu dois soupçonner tout le monde. Et finalement, je divaguais, je partais dans des réflexions très éloignées de ce qui se passait autour de moi parce que j'aimais pas faire ce travail. Et puis, bon, maintenant, je suis à la retraite, je peux tout avouer. Alors, et puis, des idées me passaient dans la tête. Alors, un jour, je me suis dit, c'était après les années 2004, 2005, 2006, hein, les années noires. Alors, je me souviens très bien, j'ai pris une de ces feuilles colorées rose, jaune, vert, les feuilles de brouillon, justement. J'ai demandé à un élève, à un étudiant, de me passer un bic. Et puis là, j'ai commencé à gribouiller tout ce qui me passait dans la tête. Et puis, une année ou 2 ans plus tard, 2007, 2008, comme ça, oui, j'ai envoyé au journal, à L'Orient le Jour, j'ai envoyé 2 ou 3 pages. Et puis, juste comme ça, je me suis dit, je les garde chez moi. Pourquoi? Je les envoie. Peut-être ça, quelqu'un va les lire, ça va intéresser quelqu'un. Et puis, effectivement, le responsable, j'ai oublié son nom, il était français, le responsable de la rubrique Courrier des lecteurs, il a été très content et puis il a publié. Peut-être ce qui est intéressant à dire, c'est que moi, j'ai envoyé sous le titre 3 scènes de méditation et une valise, qui est en fait le titre de mon premier chapitre. Voilà. Et puis, lui, il l'a pas mis. Et lui, il a écrit comme titre Allumer une bougie plutôt que maudire l'obscurité. Donc, lui, il a compris la lumière dans le deuxième sens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai envoyé un deuxième article, ça a été publié. Je me suis dit, tiens, ça a l'air pas trop mauvais, toutes mes réflexions. Et c'est comme ça que je suis parti sur l'idée de taper moi-même et puis d'en faire un petit livre que je donnais à ma famille, à mes amis, enfin, dans mon milieu proche. C'est pour ça qu'il n'est pas mis en librairie, parce que le but, c'était pas de le mettre en librairie. Bien entendu, j'aurais pas été malheureux si on me disait, oui, ton livre, il est en librairie, il se vend à des millions d'exemplaires. Non, j'aurais été heureux. Mais c'était pas l'objectif initial, disons ça comme ça. Tu vois? J'ai répondu à ta question? Encore une autre Vas-y. question. Votre livre, vous le présentez sous un faux nom, je sais pas comment Ah, dire. tout à fait. Oui. En fait, non, 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 absolument pas. Moi, je me cache pas. C'est pas dans ma nature. J'aime pas me cacher. J'aime pas non plus trop me montrer, mais j'aime pas me cacher. C'est pour ça, dans le dernier chapitre du livre, à post-scriptum, je dis qui est Kodo Basila? Et j'explique. Je dis c'est Claude Hayek, c'est moi-même. Mais pourquoi je prends ce surnom en fait, que n'en est pas un? C'est un pseudo-pseudonyme. Parce qu'en fait, c'est mon nom. C'est-à-dire, quand mon neveu Sari, le frère de Randa Carmen, quand il était tout petit, il n'arrivait pas à prononcer mon prénom, Claude. Alors il m'appelait Kodo. Et dans la famille, tout le monde m'appelait Kodo depuis une vingtaine d'années. Donc je m'appelais Kodo dans la famille. Et puis, d'autre part, nous, les Hayek, notre famille, c'était en fait Basila. Et puis notre arrière-arrière-grand-père, il était un Hayek, un tisserand en français. Et donc, mon arrière-arrière-grand-père, il est devenu le fils du tisserand. Et ses descendants, nous sommes devenus les fils et les filles du tisserand. Et c'est ainsi que nous sommes devenus la famille Hayek. Donc en fait, Kodo Basila, c'est mon vrai nom. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, je me dis, comme moi-même, je suis entre deux, je suis entre la nouvelle génération, donc Frédéric et ses enfants, j'espère qu'il en aura, et mes ancêtres. Donc moi, je suis entre deux. Donc Kodo Basila me convient bien. Et puis je trouve que ça sonne bien aussi, ça fait un petit peu rebelle. Ok, voilà. On a une question en ligne de Vas-y. Riva.
Oui. Hayek. Est-ce que vous nous entendez? Ok, Frédéric. Oui, ça va? Oui, oui, on t'entend. Merci. J'ai une question par rapport, quand tu as parlé de l'exemple de la Corée du Sud, particulièrement de l'investissement dans l'éducation en Corée du Sud qui aurait causé leur épanouissement d'aujourd'hui. C'est un exemple qui montre la corrélation entre investissement dans l'éducation et l'épanouissement, certes, mais ça ne démontre pas nécessairement la causalité. Si tel est le cas, alors les civilisations, une fois cultivées, ne devraient jamais décroître. Ok, d'accord. Bon, les mathématiciens posent toujours des questions difficiles, mais je vais expliquer. Donc, Frédéric, il dit qu'il y a corrélation et il n'y a pas causalité. Qu'est-ce qu'on entend par ceci? Je donne un exemple concret. Parce qu'en statistique, on étudie cela. Si vous prenez deux variables aléatoires, deux événements, deux choses, ok, qui sont liées apparemment, on dit qu'il y a une corrélation entre les deux. Exemple. En été, le nombre de glaces vendues augmente. En même temps, les coups de soleil augmentent. Si vous regardez les courbes statistiques sur les graphiques, vous allez constater que les deux variables augmentent en même temps. À l'approche de l'été, commence à augmenter. Au milieu de l'été, il y a beaucoup de coups de soleil, il y a beaucoup de glaces vendues. Au début de l'hiver, en automne, il y a moins de glaces vendues, il y a moins de coups de soleil. Donc il y a une corrélation. Et l'été suivant, c'est pareil, l'hiver suivant, etc. Donc les deux variables, vente de glace, coup de soleil, elles sont corrélées. Mais il n'y a pas de causalité. Ce n'est pas parce qu'on achète une glace qu'on a plus de chances de tomber malade, ou le contraire, enfin de recevoir un coup de soleil. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de causalité. Une variable ne cause pas l'autre, n'explique pas l'autre, mais les deux, elles ont la même origine. Voilà. Maintenant, je reviens à la question de Frédéric. Frédéric, c'est vrai, il n'y a pas de... Je n'ai pas dit qu'il y a causalité, mais simplement, on constate que les pays hautement cultivés, ils ont un bon niveau de vie, ils ont une bonne économie, ils sont prospères, etc. Mais l'un ne cause pas l'autre. D'ailleurs, je ne réduis pas, absolument pas, la prospérité économique de la Corée du Sud à cette seule composante. Ce n'est pas du tout la seule raison. Il y a un très grand nombre de raisons. C'est une contribution. Je dirais même que c'est la plus faible. Et pourquoi j'insiste dessus? Je suis conscient que c'est la plus faible. Il y a par exemple le fait que la Corée du Sud, c'est un pays capitaliste, la Corée du Nord, c'est un pays communiste. Donc il est normal que l'économie sud-coréenne soit plus prospère que l'économie nord-coréenne. Par exemple, il y a les Américains, ils ont beaucoup investi après la guerre de Corée, 53, 54, j'ai oublié. Eh bien, il y a eu de gros investissements, que ce soit au niveau militaire, au niveau économique, les échanges, etc. Il y a plusieurs raisons. Mais par exemple, la Corée du Nord, elle est plus riche de point de vue ressources matérielles. Les ressources naturelles, on en trouve plus en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. Et pourtant, la Corée du Sud, elle est plus prospère, l'économie, elle est plus développée, elle est plus avancée, etc. Mais alors, pourquoi, pourtant, j'insiste sur la culture? Parce que la culture, même si c'est la raison peut-être la moins importante, mais des fois, des petites choses peuvent faire la différence. Je vous donne un exemple, pour ne pas parler dans le vide. Ça, c'est un exemple que j'ai donné dans le livre aussi. Si vous prenez du fer, vous connaissez les propriétés physiques, thermiques, électriques, tout ce que vous voulez, mécaniques et tout du fer. Vous lui ajoutez quelques impuretés, 0,5% de carbone. D'accord? Eh bien, ces 0,5% modifient, mais fondamentalement, les propriétés physiques du fer. On obtient de l'acier. Et vous savez que l'acier,
Du point de vue dureté, par exemple, c'est très différent du fer. Ses propriétés thermiques, électriques, etc., elles sont très différentes de celles du fer. Et pourtant, c'est du fer. L'acier, le bouled. L'acier, c'est du fer, auquel on a ajouté une très petite part de carbone. On peut ajouter 0,5%, 1 ou 2 ou 3%, mais peu importe. En ajoutant une petite part de carbone au fer, on obtient un nouveau matériau, un alliage, qui a des propriétés bien différentes. On peut donner beaucoup d'exemples comme ça. Si vous prenez un vaccin, on injecte dans votre corps quelques virus, quelques microbes. Et puis après, votre corps réagit complètement différemment face à la maladie. Vous comprenez? Donc des fois, une petite chose fait une grande différence. De mon point de vue, la culture, elle peut jouer ce petit, grand rôle à la fois. Voilà. Frédéric, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, et de plus. Merci. Merci à toi. Oui. Dans le public, est-ce que quelqu'un veut poser une question, demander quelque chose? Oui. Selon votre expérience vivante en Suisse, le modèle suisse peut être appliqué au Liban? Écoutez, je préfère ne pas trop parler de politique en ce lieu. Donc, puisqu'on Oui. a plus de... Disons, c'est à examiner. En tant qu'élite. Oui, disons, c'est un pays qui a réussi avec sa formule, mais de mon point de vue, on ne peut pas importer une formule qui a bien réussi dans un pays et puis la calquer telle qu'elle à un autre pays. En tout cas, c'est quelque chose à regarder de plus près. Maintenant, si elle est applicable ou pas, j'ai des idées plus précises là-dessus. On pourra en discuter dehors si tu veux, mais disons que c'est à examiner de plus près. Et puis voilà. Et tu m'excuses, hein, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres? On a aussi en ligne une auteure qui s'appelle Rola Douglas. Oui. Peut-être qu'elle nous entend. Oui, oui, je vous entends et c'est hyper intéressant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre, vraiment. C'est comme si je lisais un petit peu parfois dans mes pensées, réellement. Et je prends beaucoup d'intérêt à vous suivre aujourd'hui. Alors, Claude, dans son livre, il a parlé des femmes. Oui. Donc, il a dit que les femmes sont toujours identifiées par exemple, elles ne sont pas identifiées en tant que femmes, mais en tant qu'épouses. On dit c'est la femme de tel monsieur, ou alors c'est la mère de tel enfant, parce qu'on dit quelque chose. Et lui, donc, il a voulu rendre hommage à sa maman en disant que la mère représente tout dans la vie. Il a eu 3 ou 4 passages où il a parlé de ça. Malheureusement, je ne les ai pas lus parce que je Oui. n'ai pas pu lire tout le livre en entier, mais je le comprends parfaitement et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans toute la manière de traiter les femmes au Liban et dans beaucoup de pays, dans le monde arabe, c'est comme si c'était des citoyens incomplets. Donc, une personne incomplète n'a pas de nom à elle. Elle est là pour compléter le nom de quelqu'un d'autre. Donc, ça résonne beaucoup en moi et je trouve ça vraiment très juste. D'accord. Oui. Voilà, j'aimerais d'abord dire que j'apprécie énormément ta présence parmi nous, même en ligne. C'est un honneur pour moi. Je suis vraiment flatté. Et je dois reconnaître que j'ai pensé à toi, en fait, quand j'ai parlé de la condition de la femme au Liban, de l'homme qui bat sa femme, j'ai pensé à ton roman et à ton beau roman, en fait. Et je sais que toi, tu prends le problème d'un autre angle, d'un autre point de vue. Mais en fait, j'ai beaucoup apprécié comment toi, tu as présenté la chose dans ton roman. Merci à toi encore une fois. Oui, tout est interrelié. Donc, d'ailleurs, ce que vous dites est très vrai. Et une fois que l'on commence à voir les femmes comme des êtres entiers et comme des citoyens entiers, il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés, certainement. Oui, oui, tout à fait. Salut, bonjour. Oui, C'est Niva. oui, allez-y. Merci. Beaucoup aimé, et une question n'était pas loin de celle de Frédéric, mais tu nous as donné l'espoir d'avoir en 50 ans
un nouveau Liban. Et puis, j'ai lu qu'en 2144, est-ce que la culture va donner le fin en 2144 ou ça peut être un Ok, peu j'ai Il pas. nous a donné l'espoir. Oui. Est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2144, on aura une meilleure situation? Ok, je vais répondre en 2 temps. Si j'ai bien compris ta question, eh bien d'abord, les 2144, comment ça a été calculé? Ça a été calculé sur la base d'une comparaison que j'ai faite avec la Suisse, parce que je trouve que le Liban et la Suisse se ressemblent énormément, et pas seulement au niveau du secret bancaire et des montagnes et de la neige et du ski, non. C'est plus profond que cela, à mon avis. C'est au niveau de la structure interne et de notre environnement externe. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la Suisse et du Liban, mais ils se ressemblent énormément, si bien que j'ai pris l'exemple de la Suisse. J'ai regardé comment la Suisse elle a évolué depuis sa création, parce que les Suisses, c'est des gens très belliqueux en fait. C'était des soldats, des mercenaires sur tous les fronts de l'Europe, mais des gens féroces. D'ailleurs, vous voyez la garde du pape. Le pape n'accepte dans le rang de sa garde personnelle que des Suisses. Ce n'est pas parce que c'est des enfants de cœur, c'est parce qu'ils sont des gens farouches, vraiment très durs. Des gens de montagne en fait. Vous savez, la Suisse, elle est couverte à 70% de montagne, 60% les Alpes, 10% le Jura avec la France. Pour revenir à ta question, j'ai calculé combien d'années la Suisse elle a mis depuis sa naissance en 1291 jusqu'à la bataille de Marignan en 1515. Eh bien, elle a mis 200 ans et quelques. Et pour s'agir, pour arrêter de s'ingérer dans les affaires européennes, de faire la guerre partout en Europe. Donc, depuis 1515, la Suisse a commencé à devenir la Suisse. Elle est passée encore par beaucoup d'étapes. Mais en tout cas, c'était le début de l'âge de la raison, disons ça comme ça, pour la Suisse. Alors, je me suis dit, le Liban, il a été créé, le Grand Liban, en 1920. Et si je prends le même laps de temps, bien, on arrive à 2144 pour que le Liban commence à entamer son âge de raison. Voilà, ça, d'où vient le 2144. Il y a en fait, il y a une autre raison encore pour 2144 parce que c'est une date, mais ça je ne dis pas plus, ça n'a rien à voir avec nous. C'est une date d'anniversaire. Mais alors, autre chose, est-ce qu'il faut attendre 2144 ou bien on peut espérer que dans les 50 prochaines années, le Liban commencera à se stabiliser? Il faut l'espérer. Mais comment? On peut dire oui, je suis optimiste comme tout à l'heure, mais comment? Eh bien, laisse-moi prendre des exemples tirés du Lolo Babao sur les plantes et les animaux. Il y a des plantes, il y a des fruits, des légumes qui sont climactériques, on les appelle. C'est des fruits et légumes dont on peut accélérer le processus de maturation. On sait tous les recettes de grand-maman. Si on a une pomme et un avocat, par exemple, ou une banane, et puis la banane n'est pas mûre, eh bien, on la met avec une pomme coupée, et puis la banane, elle mûrit plus rapidement. En fait, la pomme également. Mais nous, on veut faire mûrir la banane. Donc, on peut accélérer ce processus de maturation. On peut l'expliquer. C'est une formule d'éthylène, c'est de H4, etc. On sait très bien l'expliquer du point de vue biologique. Chez les animaux, il y a aussi des animaux qui peuvent réguler leur rapidité de croissance. Vous voyez, certains types de grenouilles, par exemple, quand elles sont encore dans l'œuf ou d'autres types d'oiseaux comme ça, quand elles sont dans un environnement hostile, eh bien, ils sortent de l'œuf, c'est comme s'ils ressentaient la présence d'un danger, et plus rapidement. Ils accélèrent, ils grandissent plus rapidement dans l'œuf. Et puis l'œuf éclot, et puis voilà que l'animal sort. Donc, chez les animaux et chez les plantes, chez les végétaux, ce mouvement d'accélération existe. La maturation, elle peut être réglée. Alors, on peut espérer que chez l'homme également. Maintenant, est-ce que nous, on appartient, en tant que Libanais ou bien pour un peuple quelconque, on peut se poser la question, est-ce que ce peuple appartient à la classe climactérique ou bien à la classe non climactérique?
La classe non climactérique, c'est-à-dire vous avez des fruits et des légumes, prenons les fraises par exemple. Vous avez beau mettre une pomme coupée dans un sac contenant des fraises, ça ne va pas accélérer leur maturation. Ils ne vont pas mûrir plus vite. Bien, si vous prenez une orange, n'est-ce pas? Donc, il y a des peuples, à mon avis, qui ont la possibilité de mûrir plus vite et d'autres pas. Je ne sais pas à quel peuple, à quelle catégorie de peuple nous on appartient. D'accord? On peut demander à nos amis sociologues, ils peuvent nous renseigner davantage. Mais alors, il faut espérer. C'est tout. Et moi, je pense que la culture, elle peut jouer ce rôle de fermentation pour accélérer le processus. J'espère. J'ai répondu à ta question? Oui, moi aussi, en effet. Merci, beaucoup c'est et moi. merci pour le Centre culturel français de Saïda. Et On l'appelle plus ainsi. On l'appelle l'Institut français. Parce ils vont deviner que nous sommes de l'ancienne génération, de la vieille génération. À notre époque, ça s'appelait la mission culturelle. oui, Et puis après, le centre culturel, et à présent, ça s'appelle l'IF, l'Institut français. Oui. Tout à l'heure, on a une dame qui a parlé, qui s'appelle Rola Douglas. On a vu la couverture de son livre. Et on a aussi un autre auteur qui s'appelle Brahim Jmaïel. Monsieur Jmaïel, vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je répète ce que je vais dire pour prolonger un peu trop le débat. Ça ne fait pas, ça ne fait rien, je ne prendrai pas trop de votre temps. D'accord, oui. La première question, ou la première constatation, est la suivante. En parlant de culture, si on entend par culture le niveau académique et l'ouverture à l'enseignement avec ce que ça a de formation, information et culture, le Liban est depuis le XXe siècle ouvert à beaucoup de missions étrangères, francophones, anglophones, germanophones ou autres, et politiques ou religieuses de niveau supérieur ou moyen, etc. Et ça a fait graduer, ça a fait sortir beaucoup de gens de beaucoup de niveaux et qui ont montré leur capacité au Liban et ailleurs. Et ça n'a pas empêché le Liban de rester un pays en voie de développement. La deuxième constatation, ou la deuxième question, concerne la ressemblance, la comparaison plutôt, entre le Liban et la Suisse. Bon, il y a beaucoup de choses à comparer, évidemment, la structure montagneuse des deux pays, quoique au Liban, il y a beaucoup de citadins, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier Tripoli, Beyrouth, Saïda et autres. Et puis ensuite, beaucoup d'autres ressemblances aussi. Les gens sont un peu batailleurs, belliqueux au Liban, etc. Néanmoins, ce qui différencie en premier le Liban de la Suisse, c'est que la Suisse avait un certain temps acquis un statut de neutralité qui en arabe veut dire al-Hiyad et non al-Tahrir. Al-Tahrir, c'est que bon, on s'entend qu'on ne se mêle pas des querelles de nos voisins de panier quand il se met à chamailler avec sa femme. Ça, c'est al-Tahrir. Par contre, al-Hiyad, la neutralité, ça a été voté par les Nations Unies. Et de toute façon, les Nations Unies vont accorder la neutralité au Liban. Parce qu'ils vont considérer que nous sommes en guerre avec un pays, officiellement avec un pays, en l'occurrence Israël, et ce n'est pas demain que nous allons faire la paix avec Israël. Donc, on ne peut pas avoir la neutralité, et ça nous fait une grande différence avec la Suisse. À part, bon, comment dirais-je, la richesse dans les communautés, les cultures. Donc, est-ce qu'au Liban, on a plusieurs cultures parce qu'il y a plusieurs communautés? C'est un débat de longue date. Voilà. Merci. Merci à vous, M. Jmaïel. Oui, Ibrahim, tu as soulevé plusieurs questions à la fois. Est-ce que tu pourrais juste, ou bien tu veux que je choisisse moi-même? Je vais commencer par l'histoire de la Suisse, si tu veux.
D'accord? Pour la Suisse, oui, merci. Il faut juste savoir que entre 1515 et 1815, la Suisse n'était pas neutre. La Suisse, elle a commencé à être neutre en 1815, après les guerres napoléoniennes et après le congrès de Vienne. Et c'est à ce moment-là que la Suisse a commencé à devenir la Suisse que l'on connaît, parce que les puissances européennes, à l'époque, elles n'ont pas l'ONU. L'ONU n'existait pas, vous savez très bien. L'ONU, elle a commencé à exister en 1945, et avant elle, il y avait la SDN, la Société des Nations. C'est les puissances européennes qui ont garanti cette neutralité, parce que les puissances européennes, à l'époque, elles avaient besoin d'un espace tampon. Elles avaient besoin d'un espace tampon entre les différentes puissances. On est d'accord? Mais entre 1515 et 1815, il y avait déjà une entente suisse. Alors, si vous voulez comparer avec le Liban, nous, on est pré-Marignan. Nous, on n'a pas encore trouvé un consensus national. Mais ça, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que ça devient trop politique. OK? Donc, je voudrais juste clarifier cette chose pour la Suisse et la comparaison avec le Liban. Mais les structures internes se ressemblent également. Et les voisins qui étaient pour la Suisse très belliqueux à l'époque, maintenant, c'est l'Europe. Mais ici, au Proche-Orient, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, il faut déjà trouver une première entente entre nous, Libanais. Il faut qu'on sache quel type de Liban on veut. Et ensuite, il faut voir ce que les puissances, elles veulent. Mais il faut commencer par nous-mêmes. Il ne faut pas attendre, comme on le fait souvent, l'extérieur qui vienne régler nos problèmes. Si vous permettez, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. On peut parler longuement. J'ai pas mal d'idées là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas le lieu ni le moment. Attends, quelle était ton autre question, Brahim? Oui. Est-ce que tu avais une autre question? J'ai oublié la première déjà. Vous posez la question parce que je sais que ça peut traîner trop longtemps. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais ça, c'est intéressant. Il faut penser à ce genre de choses, à mon avis. Il faut qu'on mette les choses sur la table et qu'on en parle. N'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Gemayel. Merci de ton intervention, Brahim, aussi. J'ai beaucoup apprécié ton livre et ta présence m'honore également. Alors, s'il y a des personnes, nous, on parle en français, mais parfois, on a des personnes qui préfèrent parler en arabe. Donc, on peut poser des questions en arabe, il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Mais toi, tu es un bon écrivain en francophone, tout comme Rola aussi. C'est une excellente écrivaine. Voilà. Oui, vous pouvez poser des questions en arabe, il n'y a pas de souci. Ça s'est coupé. Bon. Comment je dois interpréter votre silence? Randa Carmen, vas-y. Hein? N'importe quoi. Abona. Attends, quelle était la première question de Brahim? Il a posé deux. Je n'ai pas très bien entendu, ça s'est coupé un moment. Il a parlé de la comparaison. Sur la culture, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a eu beaucoup de missions qui sont venues au Liban. Ah, d'accord. OK. Oui. Ça, c'est intéressant parce que pour la culture, M. Gemayel, il disait que nous sommes un pays très cultivé, etc. C'est vrai. Et pourtant, nous restons un pays du tiers-monde ou un pays sous-développé ou en voie de développement, comme vous voulez. Ça dépend des sensibilités de chacun. Eh bien, je dirais oui et non. Oui, parce que si vous parlez, vous allez en société, eh bien, les gens sont très ouverts d'esprit, sont très gentils, très accueillants, ils parlent des langues en général, etc. Mais si vous grattez un petit peu, malheureusement, j'espère que je me trompe dans mon analyse, vous constatez que ce n'est que très superficiel. En fait, on n'est pas vraiment cultivé, on n'est pas vraiment civilisé. Et ça, j'en parle dans le livre. Je dis, c'est comme si, en rentrant d'Europe, dès qu'on a franchi la porte de l'aéroport, on redevient à 100% libanais dans nos réflexes. On conduit comme on conduit sur les routes ici. On réagit de la même manière.
nos discussions se font à haute voix et c'est pas de véritables discussions, c'est pas des dialogues, c'est des doubles monologues en général. C'est à qui le plus fort, hein, qui peut montrer qu'il est le plus intelligent. Et puis, on a une idée, à mon avis, très flatteuse de nous-mêmes, ce qui n'arrange pas les choses. Et je prends un exemple concret. Ah, Brahim, tu es avec nous? Oui, il est là. Oui, très bien. Oui, j'aurais quelque chose à ajouter. Ok, très bien. Je pousse un peu plus ce que vous dites. Oui, d'accord, très bien. Mais juste, si tu permets, je vais poursuivre mon idée. Il y a une expérience. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. C'est une expérience qui a été faite dans une école. C'est au Petit Prince. Et dans une classe qui comprenait 25 élèves. Et c'est une école qui accorde beaucoup d'attention au côté civique, hein, donc à l'éducation civique des élèves, mais en pratique, et pas seulement dans des discours, pas du tout. Et puis, par exemple, les élèves étaient entraînés à faire des discours devant leurs camarades, à présenter un projet d'action dans les élections de délégués de classe, etc. Et effectivement, chaque élève, il faisait un speech, et puis on posait des questions, puis après il y avait les votes. C'était vraiment une belle initiation à la démocratie. Ils avaient quoi, 11, 12 ans, je ne sais plus très bien. Et puis, dans cette classe, donc à voir de loin, on dirait, ça c'est une classe qui peut être une classe suisse. Mais vraiment, je n'exagère pas. Il y a eu les élections. 2 candidats se sont présentés, un candidat chrétien, un candidat musulman. Dans cette classe, il y a 12 chrétiens et 13 musulmans. Les résultats du vote, une fois que les votes ont été dépouillés aussi par un comité neutre, etc., toutes les mesures ont été prises, hein, et le vote était secret, tout ce que vous voulez, eh bien, on a dépouillé les résultats. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 12 voix pour le candidat chrétien, 13 voix pour le candidat musulman. Exactement la même ligne de partage, oui, le même clivage chez des élèves de 11 et de 10 et de 12 ans. Alors, à voir encore une fois de loin, on ne dirait pas. C'était vraiment frustrant, c'était choquant pour moi, et ça ne présageait rien de bon. Si à cet âge, on est déjà confessionnel à ce point-là, je ne sais pas si on peut être qualifié de quelqu'un de cultivé. Quand on est cultivé, on ne peut pas être aussi radical que cela. Vous voyez, on ne peut pas suivre dans le troupeau. Juste pour être plus complet, il y a un élève chrétien, il a voté pour le candidat musulman, et un élève musulman, il a voté pour le candidat chrétien, mais ça ne change pas. Donc la grande majorité, elle a suivi, c'était un vote confessionnel. S'il n'y avait pas eu cette expérience, on aurait dit une classe modèle, des élèves vraiment cultivés, civilisés, tout ce que vous voulez. Mais dès que vous avez gratté un petit peu, il y a tous nos malheurs qui ressortent. C'est pour ça, Brahim, j'ai un doute. Peut-être, tu as raison, que nous sommes véritablement cultivés. J'espère, je le souhaite. Non, attention, moi je dis, nous avons un niveau académique. Oui. Nous avons toujours un niveau académique. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu et pas toujours des gens instruits. Oui. Est-ce qu'on a des gens cultivés? C'est la question. Oui, alors ma réponse est clairement non. Et je vais te répondre par un exemple. Je suis d'accord avec. Ok, nous sommes d'accord, mais laisse-moi donner un On exemple. peut faire très brièvement parce qu'on va prendre encore une question Oui, et on doit oui, arrêter. très brièvement. Alors, j'enseignais à l'ESIB, à l'USJ, tu connais, la faculté d'ingénierie de l'USJ. Et puis, j'avais un élève en classe qui était brillant. Donc, il me laissait rien affirmer sans qu'il ne lève la main et me dire « Pourquoi vous avez dit ceci ?» Et j'étais très heureux de lui. Pour moi, c'était le scientifique pur. Il voulait rien gober. Même si j'affirmais un truc, une loi, un principe, il me dit « Mais pourquoi ?» Je fais un calcul. À la 3e décimale, il n'a pas la même décimale. Il me dit « Monsieur Hayek, moi j'ai une autre réponse. » Et je lui explique et on discute. C'était vraiment magnifique ce qu'il faisait. Pour moi, c'était le type, l'étudiant scientifique, ingénieur pur. Voilà.
une fois, je l'ai surpris dans la cour. Hein, je passais. Et puis, il était en train de parler avec un ami à lui, de parler politique, bien entendu. C'était dans les années 2000, 2000 et quelques. Et puis, lui-même, cet étudiant, disons A, il disait à l'étudiant B, un tel, il a dit ceci. Et puis, l'autre, il lui dit, non, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que toi, tu l'as entendu? Il dit, mais comment tu n'es pas d'accord? Mais c'est un tel qui l'a dit. Donc, ce même étudiant est très scientifique, typiquement scientifique. Il ne me laissait rien passer sans qu'il me pose la question. Et c'était très bien ainsi, mais il pouvait gober, avaler tout ce que son chef lui disait sans demander le pourquoi, sans demander de preuves. Alors, c'est un exemple de quelqu'un, je pense que c'est assez représentatif, qui est scientifique quand il est dans l'auditoire, quand il suit un cours de mécanique ou de thermodynamique, il cesse de l'être, il redevient quelqu'un, je ne sais pas comment le qualifier, mais non scientifique, disons ça comme ça pour être gentil. Quand il sort, dès qu'il a franchi la porte de l'auditoire, il gobe tout ce que son chef lui dit. Il redevient oriental. Vous savez, ça c'est un petit peu dans notre nature, nous les orientaux. N'est-ce pas, cette notion de zaïm. Et tu sais comment Napoléon, ce qu'il avait dit quand il a quitté l'Égypte, il a dit « L'Orient, il cherche un zaïm. Il cherche un raïs. » Oui. Ça va? Oui. Tu veux continuer? Non, c'était juste pour dire que Napoléon, il a dit « Si je le savais, je serais resté en Orient, j'aurais été le raïs, le zaïm de l'Orient. » On va prendre encore une question parce qu'il faut qu'on arrête. Madame Micheline? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Moi, j'ai des questions. J'aimerais bien compris ce que vous voulez dire par approche dynamique, approche stationnaire et approche à propos de quoi? À propos de la lecture, à propos de la culture. Et deuxièmement, j'interviens ici à propos de la culture, je crois. C'est mon avis personnel, on n'est pas moins cultivé que d'autres, ni plus cultivé que d'autres. C'est juste une question plutôt de complexe, historique, géographique. Mais n'oubliez pas que nous sommes vraiment des gens ici. Les amis se débrouillent seuls. On est vraiment un peuple écrasé par les litiges régionaux, politiques. Tout ce qui nous entoure ne nous aide pas vraiment à s'épanouir. Merci, Madame Micheline. Juste 2 minutes. 2 minutes, Oui. Donc une réponse très rapide. Micheline, ce que tu dis est vrai quelque part, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis on est un peuple écrasé, on peut rien, de nouveau le même refrain. Vous savez, une fois, un ami suisse m'a dit ceci, il m'a dit, il connaît très bien le Liban. C'était un ancien ambassadeur au Liban. Écrasé, c'est un litige. C'est pas écrasé. C'est un litige extérieur. J'ai pas compris. Litige extérieur. Oui. J'ai pas très bien compris, Micheline, ta question. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est-à-dire, on n'est pas vraiment un peuple autonome. On est toujours écrasé par des litiges qui viennent de l'extérieur et qui jouent ici à l'intérieur. Et ça, c'est ce que je voulais. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais écoute, encore une fois, moi je ne suis pas d'accord qu'on est tout le temps écrasé par l'extérieur. Je suis d'accord qu'il y a une influence extérieure très, très grande. Je suis d'accord. Je suis d'accord que nous sommes vulnérables. Je suis d'accord que nous appartenons à des communautés religieuses et donc culturelles différentes. Je suis d'accord que chaque pays de la région, il a une influence sur une communauté de même confession que lui. Tout ça, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que moi, je suis un être libre et indépendant et que je peux raisonner et je peux décider de moi-même. Vous savez, dans les villages, si tu commences au niveau d'un village, tu vas avoir la même constatation. Tu vas constater qu'il y a des gens qui ne sont pas libres d'esprit, alors que dans le village, il n'y a pas de pays puissants qui nous contrôlent. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je ne sais pas... Vous n'avez pas compris, monsieur. Non, je n'ai pas compris. Je veux dire, on est un peuple qui se débrouille tout seul, qui n'a pas le temps donc de chercher vraiment la culture. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui nous manquent parce que nous devons nous débrouiller tout seuls. Et bien sûr, et moi je ne parle jamais de la question religieuse.
Je D'accord. parle d'autres choses. D'accord. Oui, Ce n'est j'espère. pas cette question religieuse du tout et j'aime pas qu'on l'évoque. D'accord. Alors, j'espère que cette fois-ci, j'ai compris ta question, Micheline. Alors, écoute, mais malheureusement, même là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si tu vois le temps que l'on passe à ne rien faire, jusqu'à présent, on reçoit beaucoup de visites et ça, c'est un côté charmant de la vie au Liban, des gens qui viennent te rendre visite à l'improviste et puis pour prendre un café, pour parler de choses et d'autres. Et on passe 1 heure, 2 heures, puis après il y a quelqu'un d'autre, on passe 1 heure, 2 heures de temps. C'est très agréable, hein, je ne critique pas. Mais pour dire qu'on n'a pas le temps, en tout cas dans mon entourage, je peux t'assurer qu'on a beaucoup de temps libre et qu'à mon avis, si on voulait l'investir pour acquérir de la culture, eh bien, on pourrait le faire. Ça, c'est ma propre observation. Merci beaucoup pour toutes les questions et pour les réponses. C'est moi qui te Malheureusement, remercie. il faut qu'on termine parce il est l'heure de terminer. Mais 30 secondes. 30 secondes. Oui. D'accord. Écoutez, je crois que notre malheur, c'est que au niveau socio-idéologique, c'est le conservatisme qui écrase les Libanais. En allemand, il y a deux mots. Gemeinschaft et Gesellschaft. Gemeinschaft, c'est la communauté, Gesellschaft, c'est la collectivité. Nous appartenons à des communautés qui, comme Francis Fukuyama a dit dans un de ses bouquins, chacun considère celui de l'autre communauté comme un ennemi. Il n'y a pas un sentiment de mutualité, que mon bonheur fera celui des autres et le bonheur des autres fera le mien. C'est ce que je voulais dire par un niveau académique supérieur et pas de culture, parce qu'il y a beaucoup de formes de racisme chez les Libanais. Tous les Libanais, non. Chez beaucoup d'entre eux, oui. Et le racisme, c'est une forme de sous-développement, comme ça a été démontré à travers l'histoire. Merci beaucoup, M. Gemayel. Merci à tout le monde d'avoir participé en ligne et à tout le monde dans le public. À bientôt pour d'autres clubs de lecture. Au revoir. Merci, c'était très intéressant. Merci. Voilà. Voilà, merci à vous tous.